Je voudrais remercier les organisateurs et les féliciter aussi quand même d'avoir réussi à maintenir cette journée malgré la situation et les remercier de m'avoir invité. Alors à l'origine, je sais que c'était une invitation pour Pierre Campo, qui est mon prédécesseur à ce poste-là et qui, lui, est très connu dans le milieu. Moi, je suis un petit peu plus neuf, vu que j'ai fait en fait ma thèse dans ce laboratoire dans les années, tout début des années 2000, donc sous la direction de Pierre Campo. Et j'ai ensuite repris la direction du labo il y a quelques années. Et c'est aussi pour ça que je connais en fait assez peu de monde. Je vois que vous connaissez tous et j'espère que à court terme, je pourrai m'intégrer dans ce groupe. Alors, donc aujourd'hui, je vais vous parler des interactions entre bruit et produits chimiques. Alors, quand on parle des effets du bruit sur l'audition, bon, voilà, j'enfonce une porte ouverte. Hein, je crois qu'il n'y a pas une personne sur Terre qui n'a pas conscience que le bruit peut endommager l'audition. Par contre, les effets des produits chimiques sur l'audition, ils sont beaucoup moins connus, y compris parfois par les professionnels de santé. Et j'espère que je vous prouverai que ce n'est pas un phénomène qui est exotique et que ça concerne quand même pas mal de monde sur le milieu du travail. Alors, je vais diviser ma présentation en trois parties. D'abord, je vous expliquerai un petit peu les effets du bruit sur l'audition, parce que je pense que c'est important de bien comprendre comment ça marche pour ensuite imaginer les interactions avec les produits chimiques. Deuxième partie, je vous parlerai des ototoxiques et enfin des interactions entre ces deux facteurs. Alors, pour commencer, le bruit. Alors, le bruit, malgré des décennies de prévention des effets du bruit sur le milieu du travail, bon, il reste encore beaucoup de gens exposés. Hein. En regardant l'enquête Sumer 2017, on voit qu'il y a un salarié sur 3 qui se déclare exposé à une nuisance sonore. 14% des salariés qui se déclarent exposés à plus de 80 dB et 13% des salariés à plus de 85 dB. Donc là, on parle quand même de millions de salariés. Alors, le risque auditif lié au bruit, en fait, il ne se limite pas à une simple dose moyenne sur la journée ou à un niveau crête, qui sont les deux paramètres qui sont réglementaires. En fait, le risque bruit, il dépend de nombreux paramètres comme, par exemple, la richesse en bruit impulsionnel, le spectre du bruit, est-ce qu'on parle plutôt de son aigu ou de son grave, ou de son de large bande, la continuité d'exposition, est-ce que l'exposition est fragmentée pendant la journée, et il y a plein d'autres paramètres comme ça. Donc, le risque auditif lié au bruit, il n'est pas simple. Alors, je voulais vous présenter cette petite échelle assez classique hein, des niveaux de bruit pour diviser un petit peu au risque d'être caricatural, le risque bruit en trois parties. On peut considérer qu'en dessous de 80, le risque lié au bruit, il est quasi nul. Par contre, au-dessus de 80, on rentre dans une zone de risque. Alors, et dans cette zone de risque, on peut partager un petit peu la zone orange de la zone rouge. Alors la zone rouge, on est au-dessus de 110 décibels, et là on est dans une zone où mécaniquement, le bruit peut casser des structures de la cochlée. Donc là on est sur un stress mécanique. En dessous de 110 dB, on n'est pas dans ce type de déficit de dommages mécaniques, mais plutôt dans une zone de stress métabolique. Et je vais m'y étendre un petit peu plus tard. Alors commençons par la zone rouge, le stress mécanique. Donc comme je vous l'ai dit, quand on a des sons qui arrivent au niveau du tympan supérieur à 110 dB, en fait, on peut obtenir des dommages de type mécanique. Alors vous voyez sur les petites animations que donc ce sont des coupes d'organes de Corti, donc l'épithélium sensoriel de la cochlée. Et vous voyez que entre la membrane tectoriale illustrée en bleu et les cellules ciliées illustrées en rose, il y a ce qu'on appelle les stéréocils. Et c'est vraiment, les stéréocils, c'est le maillon faible de la chaîne de transmission du son, de transduction du son en impulsion électrique. Le bruit va principalement engendrer son dommage à ce niveau-là. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dès qu'on casse la cochlée, on obtient des dommages qui sont immédiats et permanents. On ne cicatrise pas de ce type de dommages. Alors juste pour illustration, quelques images en microscopie électronique à balayage où on peut voir qu'on a un large panel de dommages des stéréocils.
Donc, dans le panel A, c'est une image de contrôle. Et vous pouvez voir que ça va des organisations des stéréociles dans le panel G. On peut avoir aussi des fusions des stéréociles ou alors carrément des arrachements complets des stéréociles. Et bon, une fois qu'on a ça, on peut conclure que la cellule, elle marche beaucoup moins bien. Alors le problème, c'est que l'oreille a des mécanismes de protection qui sont pas très très bons pour vis-à-vis des bruits de fort niveau. Le mécanisme de protection principal, c'est ce qu'on appelle le réflexe acoustique. Donc la contraction du muscle stapédien est un certain panique qui globalement diminue la pénétration de l'énergie acoustique dans l'oreille interne. Le problème, c'est que ce mécanisme, il y a deux défauts. D'abord, la protection est limitée. On a tendance à limiter le niveau aux alentours de 15-20 décibels, ce qui est insuffisant lorsqu'on est exposé à des niveaux crête supérieurs à 130 décibels. Et il est aussi trop lent. C'est-à-dire que la latence de déclenchement du réflexe, il est entre 10 et 35 millisecondes, ce qui est beaucoup trop lent pour, par exemple, se protéger d'une arme à feu. Alors, ce n'est pas spécialement étonnant quand on pense à l'évolution de la cochlée au cours de l'évolution des mammifères. En fait, dans la nature, pendant l'évolution, il n'y avait pas de bruit traumatisant. Donc, il n'y a pas eu de pression de sélection pour ces mécanismes de protection. À l'inverse, il y a eu une forte pression de sélection pour augmenter la sensibilité de l'oreille. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a une oreille qui a un outil formidable en termes de sensibilité, mais qui n'arrive pas bien à se protéger vis-à-vis des sons forts. Alors, un petit exemple de manip qu'on a fait au labo il y a pas mal de temps. On a montré que lorsqu'on expose des rats pendant 4 semaines, un groupe a un bruit continu à 85 décibels et un autre groupe a un bruit impulsionnel à 80 décibels, et bien on obtient les mêmes dommages. Donc, en gros, ça prouve bien que le bruit impulsionnel est plus traumatisant que le bruit continu. Alors maintenant, je descends d'un niveau, dans la zone orange de mon échelle de bruit. Donc là, on est dans une zone de stress, plutôt de stress métabolique. Alors, on parle souvent de fatigue auditive périphérique. Alors, c'est un phénomène qui est assez complexe, donc je vais essayer d'être assez simple, voire caricatural, pour que tout le monde comprenne bien. Alors, la fatigue métabolique vient du fait que lorsque la cochlée est sursollicitée par un bruit, eh bien, la cellule ciliée interne va relarguer des tonnes de glutamate. Et ce relargage massif de glutamate va faire souffrir les synapses des voies auditives ascendantes. Et ces synapses vont par conséquent gonfler, voire parfois exploser. Et c'est ce qu'on appelle l'excitotoxicité glutamatergique. Ce phénomène est lié aussi, va générer des radicaux libres, donc du stress oxydant. Alors, le problème, c'est que ce phénomène, il est caché par la plasticité des voies auditives centrales. Je m'explique. Lorsque le cerveau voit une diminution des inputs de la cochlée provenant de la cochlée, ce qu'il va faire, c'est qu'il va lever les inhibitions au niveau des différents noyaux centraux pour essayer de faire remonter un maximum d'informations et garder la sensibilité de la cochlée. Ce qui fait que cette fatigue auditive, elle est souvent assez difficile à détecter avec l'audiométrie tonale, parce que l'audiométrie tonale, elle prend en compte l'ensemble du système, y compris l'augmentation du gain du système nerveux central. Alors, fort heureusement, ce mécanisme est quasiment entièrement réversible, mais ça prend du temps. Et c'est là le problème, c'est que si vous ne laissez pas suffisamment de temps à l'oreille pour récupérer de cette fatigue auditive, eh bien, il peut y avoir un cumul de fatigue. Et qui dit cumul de fatigue dit, à la longue, des risques de dommages permanents. Voilà, j'ai vraiment survolé les deux mécanismes liés au risque bruit. Je vais passer aux ototoxiques. Alors, les composés ototoxiques, en fait, l'ototoxicité elle dépend beaucoup de la propriété physico-chimique des substances. Si la substance est lipophile ou hydrophile, elle ne va pas du tout accéder
de la même manière à l'oreille et elle ne va pas avoir les mêmes cibles. Par exemple, les substances hydrophiles, elles ont tendance à s'accumuler dans les liquides de l'oreille interne, alors que les substances lipophiles, comme les solvants par exemple, eux vont envahir les tissus et non pas les liquides de l'oreille interne. Et du fait de ces voies d'accès différentes, les mécanismes et les cibles cellulaires vont être différents. Alors, je vais vous parler de deux catégories d'autotoxiques. Alors, tout d'abord, ça va peut-être vous surprendre, mais je vais parler des médicaments autotoxiques. Là, on est loin du milieu du travail. Et vous allez comprendre pourquoi plus tard. Alors, j'ai lu dans la littérature que près de 600 médicaments avaient des effets secondaires autotoxiques, ce qui m'a vachement surpris. Mais je vais vous en parler que de deux. Les aminosides ou aminoglycosides, qui sont des antibiotiques, et les anticancéreux à base de platine. Alors, ces deux espèces sont des hydrophiles, et ils traversent très bien la barrière hématolabyrinthique, et donc peuvent très bien pénétrer dans la cochlée. Alors, les effets autotoxiques de ces espèces sont plutôt bien connus parce que c'est vraiment un gros problème clinique, parce que le dilemme clinique, c'est de trouver le bon équilibre pour maintenir une efficacité thérapeutique tout en protégeant l'audition et l'équilibre. L'équilibre parce que ces deux types de médicaments ont tous les deux un effet aussi, toxique sur le vestibule, donc sur l'organe périphérique de l'équilibre. Alors, je vais commencer par les aminoglycosides. Alors, les trois les plus prescrits sont la néomycine, la tobramycine et la gentamicine. Ils sont utilisés et prescrits principalement pour les infections à bactéries gram-négatives et pour la mucoviscidose aussi. Alors, en clinique, on observe environ une incidence d'environ 20%, ce qui est énorme. La signature, elle est vraiment caractéristique. C'est vraiment une perte dans les hautes fréquences. Et les mécanismes sont relativement bien connus. Ça passe par une génération de radicaux libres, donc stress oxydant. Et ce stress oxydant, il est généré par la formation de complexes des aminoglycosides avec les ions fer dans les cellules ciliées. Et donc, ce sont principalement les cellules ciliées qui sont les cibles de ces aminoglycosides. Alors, comme j'ai dit, il y a à la fois un effet cochléotoxique et vestibulotoxique. Et la littérature sur l'animal, elle s'accorde à dire qu'il existe une potentialisation des effets du bruit lorsqu'on a une coexposition avec ces aminoglycosides. Maintenant, les anticancéreux, dont les plus prescrits, c'est les cisplatine, carboplatine et oxaliplatine. Et vous allez voir qu'il y a de nombreux points communs avec les aminoglycosides. Donc, les effets secondaires de ces substances, c'est l'autotoxicité, bien sûr, mais aussi neurotoxicité et néphrotoxicité. Les pertes auditives, elles sont aussi de l'ordre de 20%, mais elles peuvent augmenter jusqu'à 80% chez les enfants, ce qui est énorme. La signature est comme pour les aminosides, une perte dans les aigus. Et les mécanismes passent également par la génération de radicaux libres et, in fine, une apoptose. Même chose que pour les aminoglycosides, il y a aussi un effet sur le vestibule. De la même manière, la littérature s'accorde sur une potentialisation des effets du bruit, en tout cas chez l'animal. Chez l'homme, on n'a aucune idée. Alors, je voudrais attirer votre attention sur un papier qui est sorti il y a peu. Le titre est assez explicite. Le cisplatine persiste dans la cochlée de manière indéfiniment après une chimiothérapie. Et j'insiste sur le mot indéfiniment. Alors ça, c'est un très beau papier parce qu'ils ont fait des dosages à la fois chez l'animal et chez l'homme au niveau de la cochlée. Et cette persistance presque infinie du cisplatine, ça pose un problème. Parce qu'imaginez qu'un salarié soit traité avec du cisplatine pour un cancer, admettons, il est guéri, il revient au travail, et son travail, dans le cadre de son travail, il est exposé au bruit. Que faire à ce moment-là? Est-ce qu'il faut lui proposer des mesures de sécurité plus drastiques qu'avant qu'il ait eu son traitement ou pas?
la question se pose. Et il se trouve que, également pour les aminoglycosides, les données qui sont, elles, plus anciennes montrent qu'il y a aussi une persistance de plusieurs mois dans les liquides de l'oreille interne. Donc, on a vraiment un problème de cette persistance pour les médicaments. Alors maintenant, je vais revenir dans le milieu du travail et je vais vous parler de deux types d'autotoxiques, les métaux et les solvants. Alors, je vais commencer par les métaux. Il se trouve qu'avec l'aide d'un médecin du travail de l'INRS, qui s'appelle Laureline Coates, on a fait une revue biblio des risques autotoxiques liés aux métaux, dans l'objectif d'essayer de classifier les métaux selon le niveau de preuve d'autotoxicité. Donc, on a fait ça assez récemment. Et on est arrivé à la conclusion que le plomb, le mercure et l'arsenic pouvaient être considérés comme des autotoxiques avérés, car les niveaux de preuve sont forts, à la fois chez l'animal et chez l'homme. La deuxième catégorie, c'est ce qu'on a appelé les autotoxiques possibles. Dans ce cas-là, il y a des preuves qui sont concluantes chez l'animal, mais assez peu de preuves chez l'homme. Donc, on a parlé d'autotoxiques possibles, et ça concerne le cadmium, le manganèse, le dioxyde de germanium, le cobalt et le triméthyléthane. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que chez l'animal, on a pas mal de papiers montrent des mécanismes qui sont assez communs entre ces métaux, alors qu'ils n'ont rien à voir entre eux. Ils ont plutôt en premier lieu, ils atteignent le système nerveux périphérique, hein, donc les fibres du nerf auditif et les neurones du ganglion spiral, avant de toucher les cellules ciliées sensorielles. Pour le mécanisme, on y revient, hein, encore une fois, radicaux libres et stress oxydant. C'est vraiment, pour les métaux, c'est ubiquitaire. Et pour information, nous sommes en train de finaliser un article de revue qui devrait être publié l'année prochaine dans la revue INRS, référence santé au travail. Voilà, je fais un peu de pub. Alors, maintenant, la deuxième famille, les solvants, en particulier les solvants aromatiques. Alors, les solvants, pour la plupart, sont tous volatiles, donc ils pénètrent principalement dans l'organisme par inhalation, mais ils peuvent aussi passer par contact cutané, car la plupart sont très lipophiles. Et une fois qu'ils sont passés dans l'organisme, ben, ils vont circuler par la circulation sanguine pour aller s'accumuler dans les tissus gras. Et la cochlée fait partie des tissus gras favoris des solvants. Et du fait de cette pénétration dans les tissus de l'oreille, en fait, les cibles privilégiées des solvants sont les cellules ciliées externes et les cellules qui les soutiennent, les cellules de soutien des cellules ciliées externes. Et ça a très bien été montré il y a une bonne vingtaine d'années par Pierre Campeau. Alors, ce qui est intéressant, c'est que tous les solvants aromatiques ne sont pas cochléotoxiques, alors qu'ils partagent tous un cycle benzénique. Bon, par exemple, chez le rat, on a montré que le toluène, le styrène, l'éthylbenzène, par exemple, ou le paraxylène étaient cochléotoxiques, alors que le méthaxylène, l'orthoxylène ne sont pas cochléotoxiques. Ça, c'est surprenant quand même, parce qu'aujourd'hui, en fait, la relation entre la structure et l'autotoxicité, elle reste assez mystérieuse. On a beau faire des hypothèses, on ne sait pas vraiment pourquoi certains solvants sont autotoxiques et pas d'autres. Alors, pour exemple, je vous citerai l'exemple des 3 isomères du xylène, donc qui ont exactement la même formule chimique et qui diffèrent simplement par la position des CH3 sur le cycle benzénique. Eh bien, il y a uniquement le paraxylène qui est autotoxique, alors que l'ortho et le méta ne le sont pas. Donc c'est vraiment quelque chose qui est assez surprenant. Et ça pose un problème, c'est que si on doit préjuger de l'autotoxicité d'un nouveau solvant qu'on ne connaît pas, eh bien on ne pourra pas le faire simplement à partir de sa formule chimique. Il faudra engager des études. Alors je ne résiste pas au plaisir de vous montrer une petite image de cochlée de rat disséqué par une de mes techniciennes au laboratoire qui s'appelle Aurélie Thomas, qui a vraiment des doigts de fée. Et donc à gauche, une image de cochlée contrôle.
Donc on voit la rangée de cellules ciliées internes et les 3 rangées de cellules ciliées externes qui sont parfaitement rangées et toutes les cellules sont là. Alors qu'un rat exposé à 1200 ppm de styrène, vous pouvez voir que les cellules ciliées externes ont été grignotées de manière drastique, alors que les cellules ciliées internes, elles, ne sont pas touchées. Alors bien sûr, c'est une dose assez forte, mais c'était juste pour illustrer le dommage que peut faire un solvant aromatique sur la cochlée. Voilà. Maintenant, j'arrive à la dernière partie de ma présentation qui est sur les interactions et sur les mécanismes d'interaction entre le bruit et les produits chimiques. Alors, je voudrais tout d'abord commencer par un petit peu d'épidémio. Une exposition à un agent toxique et au bruit, ce n'est pas une situation exotique, c'est une situation assez courante. En allant un petit peu fouiller dans les données summaires de 2003 à 2017, avec l'accord de la DARES, bien sûr, nous avons vu que, en moyenne, on a 460 000 salariés qui se déclarent exposés à du bruit supérieur à 85 décibels et à au moins un ototoxique. Ça fait du monde. Et pour une exposition aux ototoxiques seuls, à au moins un ototoxique seul, on atteint 500 000 personnes. Donc voilà, ce n'est pas exotique. Alors, maintenant, le problème, c'est mettre en évidence l'effet des polyexpositions sur l'audition. En faisant une revue de la littérature, on voit qu'il y a assez peu d'études. Hein. Mais il y a une bonne raison à ça, c'est que c'est vraiment complexe. C'est complexe à mettre en œuvre. On en a un petit peu parlé lors de cette journée. Par exemple, mettre en œuvre une estimation d'une coexposition à deux nuisances chez l'animal, ça implique de nombreux groupes expérimentaux, donc de l'argent et du temps. Ça implique aussi de faire des effets doses spécifiques pour chaque nuisance et aussi d'utiliser des marqueurs d'effets fonctionnels et histologiques qui soient pertinents pour les deux nuisances. Ce n'est pas évident. Mais c'est encore moins évident lorsqu'on veut s'intéresser à des études épidémiologiques chez l'homme. Dans ce cas-là, on ne contrôle pas, on contrôle peu l'environnement et le recrutement des volontaires. Et donc, on est face à un nombre incroyable de facteurs confondants, l'âge, le sexe, le style de vie, les loisirs bruyants à la maison. Il faut aussi gérer l'histoire professionnelle des sujets parce que tous les sujets n'ont pas forcément travaillé toute leur vie dans l'entreprise dans laquelle vous faites votre étude. Donc, c'est vraiment pas évident. Alors, malgré tout, on arrive quand même à faire des manips. Hein. Là, je vais vous donner l'exemple d'une vieille manip qui a été faite au laboratoire, où on avait exposé les rats en 3 groupes expérimentaux, un groupe bruit seul, un groupe styrène seul et un groupe bruit plus styrène. Ils avaient été exposés 4 semaines, 5 jours par semaine, 6 heures par jour. Et on avait mesuré les seuils auditifs 4 semaines après la fin de l'exposition et les pertes des cellules ciliées en histologie. Alors, ce qu'on avait vu, c'est que le groupe co-exposé bruit et styrène, il avait des pertes de seuil auditif qui étaient supérieures à la somme des pertes de seuil induites par chacune des nuisances. Donc, on était face à un phénomène de synergie. Et en termes d'histologie, c'était la même chose. Là, vous voyez les 3 cochléogrammes des 3 groupes expérimentaux. Alors, en noir, ce sont les pertes des cellules ciliées. Et en fait, la quantité totale de pertes de cellules ciliées pour le groupe co-exposé était supérieure à la somme des pertes pour les groupes bruit et styrène. Et vous pouvez voir que pour le groupe co-exposé, la 3e rangée de cellules ciliées était quasiment disparue. Ce qui est intéressant, c'est qu'à peu près à la même époque, Mariola Skrzynska-Kowalska, qui est une épidémiologiste polonaise, s'était intéressée à l'effet de cette coexposition bruit plus styrène dans une entreprise, je crois que c'était de l'industrie du plastique. Et bien, elle avait montré que les salariés co-exposés, à des doses plutôt faibles de styrène d'ailleurs, hein, avaient 2 fois plus de chances d'avoir une perte auditive que ceux qui étaient exposés à du styrène seul ou à du bruit seul. Donc, on a une bonne concordance entre les données hommes et les données animales.
Alors, sur cette diapo, je vais vous parler du stress oxydant, parce que vous avez vu que je l'ai mentionné à plusieurs reprises hein, pour quasiment toutes les nuisances dont j'ai parlé. Alors, pourquoi le stress oxydant, c'est si important pour la cochlée? Eh bien, il se trouve que la cochlée, c'est un organe qui est métaboliquement très actif. Or, quand on le sursollicite avec du bruit, on produit des radicaux libres. Alors, bien heureusement, la cochlée est très bien équipée en défense antioxydante, hein, entre autres le glutathion et le superoxydismutase. Le problème, c'est que si vous joignez deux nuisances, par exemple le bruit et un produit chimique qui lui aussi va générer des radicaux libres ou diminuer les défenses contre les radicaux libres de la cochlée, eh bien vous allez avoir des défenses qui vont être dépassées et donc un dommage qui va arriver. Et comme vous l'avez vu, quasiment toutes les nuisances génèrent des radicaux libres, que ce soit les solvants, les métaux, les anticancéreux, les aminoglycosides, comme le bruit. Donc on est là face à un mécanisme central qui explique beaucoup les interactions entre bruit et produits chimiques. Et je voudrais attirer votre attention sur la persistance des médicaments, j'en ai déjà bien parlé, mais cette persistance à long terme, elle peut provoquer un risque de coexposition, mais pas simultanée, à distance. C'est-à-dire que plusieurs années après un traitement au cisplatin, par exemple, on pourrait très bien imaginer que l'oreille du salarié soit toujours plus vulnérable au bruit qu'avant son traitement. Donc c'est quelque chose qu'il faut, je pense, avoir en tête. J'ai quasiment terminé. Pour finir, j'ai parlé beaucoup de mécanismes, mais quid de la prévention? Qu'est-ce qu'on fait avec tous ces mécanismes? Comment on prévient l'effet des coexpositions sur l'audition? Alors, j'ai fait un petit tableau où à chaque ligne, j'ai parlé d'un type d'environnement particulier et des démarches de prévention qu'on peut mettre en œuvre pour essayer de diminuer le risque auditif. Alors d'abord, environnement bruit. Bien, la démarche prévention, elle est quand même bien établie. Vous la trouverez d'ailleurs sur le site web de l'INRS, elle est très bien décrite. Ça commence par une évaluation du risque, puis on met en place un plan d'action avec en priorité une tentative de réduction des bruits à la source, puis une action sur la propagation du bruit, par exemple avec des encombrements, et si ça ne suffit pas, ensuite une politique d'utilisation de protecteurs individuels contre le bruit. Alors, dans ce cadre-là, il est intéressant que les médecins du travail proposent et suggèrent un suivi audiométrique aux salariés. Et je voudrais attirer votre attention sur 2 points de vigilance par rapport au risque bruit. Alors, tout d'abord, les bruits impulsionnels. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un risque accru. Et enfin, une vigilance pour un public bien particulier, ce sont les femmes enceintes qui parce que pendant leur 3e trimestre de grossesse, en fait, le fœtus a une oreille qui est quasiment mature. Et il se trouve que le liquide amniotique a tendance à laisser passer très bien les basses fréquences, voire à les augmenter. Donc, j'aurais tendance à mettre cette population vraiment en exergue parce que il y a un risque vraiment pour l'audition du bébé pendant cette période. Donc voilà, c'est un signal d'alerte pour les médecins du travail. Le deuxième environnement, c'est une exposition aux autotoxiques seuls. Bon, dans ce cas-là, on passe par une évaluation du risque chimique. Pareil, c'est quelque chose qui est bien établi. Donc, si on le fait bien, je pense qu'on peut arriver à gérer le risque d'autotoxicité de manière efficace. Le plan d'action, c'est souvent, on commence par essayer de supprimer l'agent autotoxique. Si ce n'est pas possible, on le substitue par une substance moins dangereuse. Et enfin, si c'est encore pas possible, on utilise des protections collectives et individuelles. Et le point de vigilance sur cet aspect, c'est si la charge physique est importante. Je m'explique. Si la charge physique est importante, le salarié va avoir un rythme cardio-ventilatoire plus élevé et va donc être imprégné de manière accrue par le polluant. Et ça peut poser un problème parce que la concentration dans l'air du polluant n'est plus prédictive de l'effet potentiel, de l'effet toxique. Donc, dans ce cadre-là,
je suggérerais de privilégier un suivi biométrologique à une simple mesure de mesurage du polluant dans l'environnement. Ça a été bien travaillé par l'IRSST au Québec. Il y a un rapport qui est d'ailleurs très bien sur ce sujet. Là maintenant, je rentre dans le cadre d'une co-exposition, bruit plus autotoxique. Pour moi, si on fait bien les deux démarches, risque-bruit, démarche de prévention pour le risque-bruit et le risque chimie, je pense on doit pouvoir être relativement safe par rapport à une co-exposition. Mais le point de vigilance, c'est que par rapport au port des EPI, il faut bien penser que pour protéger l'audition, il faut à la fois se protéger du risque chimique et du risque bruit. Donc là, je parle de masque à solvant et de casque anti-bruit. Alors, lorsqu'on est face à un traitement avec des médicaments autotoxiques, je pense que le médecin du travail doit vraiment insister sur le port rigoureux des PICB, peut-être à des niveaux assez faibles, aux alentours de 80 décibels, je ne sais pas, mais en tout cas, il faut vraiment insister sur la protection vis-à-vis du bruit, parce qu'il y a de très grandes chances que son oreille soit plus sensible qu'avant son traitement. J'aurais tendance à proposer aussi d'effectuer un suivi audiométrique peut-être renforcé après ce traitement. Donc attention à la vigilance sur le long terme due à cette persistance très longue de ces médicaments dans l'oreille. Et enfin, pour terminer, lorsqu'on est exposé à de multiples produits chimiques, donc là hors bruit, en fait, il faut, de la même manière que pour les autotoxiques métaux et solvants, il faut vraiment prendre une démarche de prévention du risque chimique pour chacune des espèces auxquelles on est exposé. Et je suggère aussi d'utiliser l'outil MIXI. Donc il y a deux outils, MIXI France et MIXI Québec, que vous pouvez trouver auxquels vous pouvez accéder gratuitement sur le web, et qui aident à calculer en fait des indices d'exposition cumulés pour des produits chimiques qui ont les mêmes classes d'effets. Et je crois que vous le connaissez tous dans le milieu. Et là, j'aurais 3 points de vigilance. Attention aux interactions métaboliques, parce qu'il y a beaucoup de papiers qui montrent que des produits chimiques qui partagent les mêmes voies métaboliques peuvent entrer en compétition et donc persister plus longtemps dans l'organisme, et donc potentiellement induire un risque plus fort. Attention aussi aux effets synergiques. Il y a quelques publics qui montrent ça. Et de nouveau, attention à la charge physique, comme j'ai mentionné plus haut. Alors, voilà, j'en ai quasiment terminé. Une dernière diapositive pour parler d'une bonne nouvelle. Ça fait plaisir de voir que le travail de labo a des implications, a des conséquences positives sur la réglementation. Alors, on parle pas, ce n'est pas vraiment une réglementation encore aujourd'hui, mais la CGAH aux États-Unis a introduit une nouvelle mention auto pour autotoxique, et donc pour dire que les données sont suffisantes pour craindre un effet autotoxique pour ces substances. Donc aujourd'hui, la CGAH a mis une mention autotoxique sur le styrène et prévoit de le faire pour le toluène l'année prochaine. Voilà. Et cette mention, elle est basée sur des travaux expérimentaux, entre autres réalisés à l'INRS. Donc voilà, on était assez content de ce résultat. J'en ai terminé. Je vous remercie pour votre attention. J'ai été un petit peu long, j'en suis désolé.